Alors vous savez, hein, vous allez voter pour les 4 lectures. Alors, le premier, c'est donc Full Metal Knight Chevalion. Voilà. Exactement, ça sera de la bouffe, l'unboxing. Donc ça, c'est la première série. La deuxième série, c'est Eros X SF d'Ishinomori. La troisième série, c'est My Picture Diaries, donc de Fujiwara Maki, qui est la femme de Tsuge Yoshiharu. Et hop, le dernier, les 2 volumes de Venus War. Allez, je vous fais le vote. Mais vous avez donc les 4 titres manga pour ce soir. Alors, faire les sondages. Voilà, nouveau sondage, lecture. Donc, je mets le premier, c'est Diaries. Alors, je fais en simple. Ma Picture Diaries. Je fais Chevalion, Venus War. Et le dernier, c'était quoi Eros XSF. Allez, je balance. Si, je l'avais lu. Hein, c'est une relecture. C'est une relecture. J'ai balancé le truc et j'ai perdu le sondage Twitch. Voilà. Donc, si. Il y a 3 lectures et une relecture. Eros, je l'avais lu. En fait, je l'avais lu quand on avait fait le bunko sur Ishinomori. Et c'est juste que j'avais fait une chronique, pareil pour le voyage de Ryu. J'ai fait une chronique dessus qui était un peu, pas différente, mais en tout cas à ma manière de parler du titre. Et je me suis dit, c'est le moment de la ressortir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'Ishinomori. Et c'est l'occasion de le remettre en avant et de se dire, bon allez, on va parler de lui, ça va être sympa, quoi. Et c'est toujours cool de remettre en avant une série, sachant que je n'avais pas fait de chronique dessus. Hein. Hop là, je vérifie, hein, à moins que je me trompe. Sinon, on changera. Hein. Non, voilà, j'avais jamais... Attends, Eros... Voilà. Voilà, je l'avais montré dans une mangatech, mais j'avais jamais fait de chronique. Ah ben je vois que Venus War a gagné de loin, de loin, de loin, de loin. Vous avez envie de savoir. C'est une nouveauté. Donc comme c'est une nouveauté, automatiquement, vous avez voté pour la nouveauté. Ah, vous avez voté qu'une fois. Attendez, on va le refaire, Ah oui, on va le refaire. C'est parce que j'ai oublié, je me disais, c'est bizarre, il n'y a que 4 votes. Alors, on le refait. On a le temps, hein, de toute façon. Donc, on a Venus War, Diaries, Chevalion, et le dernier, Eros SF. Voilà. Bon, j'ai écrit à l'arrache, hein, c'est pas grave. Allez, désolé, c'est moi qui me suis trompé. Alors, vous pouvez maintenant voter, lâcher vos votes, lâcher vos points. Donc Rood, c'est sur le 13 que j'en avais parlé. Et je rappelle, j'en profite, que vous avez ce fichier qui existe depuis 3 ans à peu près, on va dire 2 ans au moins, qui n'est toujours pas dans vos favoris, hein, je vois Rood, c'est toujours pas dans tes favoris, c'est là où je parle de toutes mes critiques, et donc normalement c'est là où vous pouvez, hop, hop, normalement voilà, vous pouvez faire justement le lien entre les vidéos, vous pouvez faire une recherche, tout ce que vous voulez. Hop. Alors, le temps que ça vote, moi je vérifie juste un petit truc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Alors, quitter la page. En fait, non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter. Et c'est bon. Et bien voilà, mais au moins là, c'est Venus War, on le sait, c'est garanti, 87 votes. Donc voilà. Et donc Boris, est-ce que tu as voté pour autre chose? Si c'est ça, Boris, c'est normal que tu n'aies pas gagné. Rappelle-toi que chaque fois tu ne gagnes pas. En tout cas, je vois que
Wariba a voté 54 fois. Puisque les points, c'est 10 à chaque fois. Donc 54 fois. Wariba, il était comme ça. Il était comme ça sur son clavier. À fond, à fond, à fond, à fond. Alors, allez, Venus War. C'est exactement ça. C'est vous faire dépenser vos points de chaîne. Tu vois, si tu voulais vraiment gagner, tu aurais dépensé tous tes points de chaîne. En 1 minute, tu avais le temps d'en faire 200 là. Donc tu vois, c'est preuve que tu ne veux pas spécialement gagner, hein, Boris. Alors la critique va mettre un petit peu de temps. Elle est assez longue. Laissez-moi me préparer et on va boire. Et je vais boire un petit coup avant. J'ai un petit peu de mal à parler ce soir, comme vous entendez. Là, j'ai la gorge qui... J'espère que je ne tombe pas malade. Alors, Venus War. Venus War, voilà, je pense que c'est bien là, vous voyez bien là, je pense, c'est parfait. Donc, nouveau titre de Yas hein, qui sort là après Arion en France. Maintenant, c'est Venus War, manga auquel on connaissait une adaptation animée que je n'ai jamais vue, mais qui avait en tout cas fait parler de lui à son époque, qui en tout cas qui avait marqué les esprits. Et c'est une œuvre qui a été écrite en 1986, c'est-à-dire 7 ans après Arion, mais aussi 5 ans après le début de l'anime Gundam, dans lequel Yaz est le caractère designer. Donc j'avais beaucoup aimé Arion. Au final, mon plus gros reproche dans Arion, c'était plus l'édition que je trouvais très rigide que l'histoire elle-même. Mais j'avais passé un bon moment de lecture. Alors de quoi parle ce manga ? En gros, la planète Vénus devient habitable suite à une collision d'une astéroïde. Et la planète, elle est peuplée par des humains, mais deux puissantes nations, donc les nations de Istar et Aphrodia, sont constamment en conflit pour prendre le pouvoir. Et on va suivre le jeune Hiro, qui, lui, en fait, il pratique des courses de moto, qu'on peut voir ici. Et donc, au bout d'un moment, en fait, sa vie va être bouleversée puisqu'il va être pris dans l'engrenage de cette guerre et il va servir son pays sur des motos un peu surarmées dans une unité spéciale. Donc Venus War, il faut savoir qu'il est découpé en 2 parties, donc c'est 2 gros pavés, et je comprends pourquoi du coup c'est sorti sous cette forme-là, puisque c'est vraiment 2 récits, on reviendra un petit peu dessus. Donc dans le premier volume, Yaz il va nous proposer une histoire qui est quand même assez dense, hein, donc tout en nous embarquant dans une guerre militaire, on va découvrir ces jeunes en fait qui vivent sur Vénus et qui sont un peu comme une génération perdue. Voilà, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, c'est des jeunes en quête de sens, c'est des jeunes en quête d'identité. Et Vénus, c'est une colonie de la Terre. Donc à la fois, elle est un peu oubliée par sa distance, mais malgré tout, la Terre garde un contrôle et bride la planète pour garder justement la même mise dessus. Et les gens de Vénus, ben, ils ont un petit peu le goût amer de tout ça, de ne pas pouvoir vivre comme ils le souhaitent, hein. Il y a une sorte de gronde quand même qui monte. Et Hiro, donc notre héros, il va osciller entre le gang de moto et ses courses sportives. Mais au fil des pages, en gros, la tension va monter entre les deux pays. La guerre va vraiment s'engager. Et là, Hiro va participer à la guerre et va montrer tous ses skills de motard en plein champ de bataille, capable de détruire des tanks face à les tanks là, et sa moto surarmée, il est capable de montrer qu'il est super bon. Merci beaucoup Super Bess pour ton Prime, ça fait plaisir que tu passes. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette première partie, c'est que Yas en fait met des enjeux au niveau du pays. Donc c'est-à-dire que le pays qui se fait envahir, ben, bien sûr, ils sont vus comme des victimes. Et ils cherchent à se défendre de l'envahisseur, ce qui est totalement logique. Et donc c'est une guerre qui est assez locale, puisque c'est même une guerre qui est assez personnelle, d'accord, qui va mener ces mêmes personnes à faire une guerre personnelle de pouvoir survivre en fait.
Et l'idée là, comme je dis, c'est survivre, mais surtout surpasser la puissance ennemie par la stratégie et l'agilité, parce qu'ils savent ils n'ont pas les forces et les capacités de faire, enfin, les capacités de vraiment gagner par la force. Et donc Yas, il a quand même cœur de travailler les relations entre les personnages, leurs sentiments, les émotions, et leur idéologie aussi va être un peu magnifiée, on va dire, par ce désir de vouloir sauver leur pays, se sauver eux et de vivre. Tout en mettant en avant de nombreux combats sur le terrain entre les machines armées, sans oublier les conséquences directes de la guerre, hein, qui vont être très visibles, et Yas ne se prive pas pour les dessiner. Et l'auteur, il va pas être très tendre avec ses personnages, hein, parce que c'est ce qui m'a agréablement surpris. Voilà, il va vraiment montrer la guerre, cette guerre injuste, hein, la guerre qui fait des morts, et même parmi des héros ou des personnages secondaires, tout le monde ne s'en sortira pas vivant ou indemne. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Yasp prend le sujet et n'essaye pas de le cacher. Donc ça, c'est ce tome 1, donc quand même très action malgré tout, même il est assez dense, il y a pas mal d'actions. Je vous ai montré surtout le début. Mais il est très prenant, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Je reviendrai à la fin dessus. Et après on passe au tome 2. Et le tome 2, en gros, Yas décide de changer totalement la perspective et de changer de camp. C'est-à-dire que la guerre est terminée. Et là, immédiatement après, on passe dans l'autre camp et on a la suite de l'histoire. Et cette fois, le récit, il prend de la hauteur et c'est plus une guerre pour la survie, mais cette fois, c'est une guerre politique. C'est-à-dire que c'est une guerre pour que Vénus devienne indépendante. Donc cette deuxième partie, c'est la politique et les complots qui sont au cœur du récit. Donc là, il nous propose vraiment un double récit. Le début, très action, très voilà, c'est la fureur de vivre. Le deuxième, c'est vraiment la recherche de la liberté et toutes les guerres politiques pour arriver à cette liberté-là. Et donc, l'idée, c'est que justement, c'est d'avoir un leader qui va être capable de faire la guerre à la Terre et de retrouver son indépendance par rapport à eux. Et c'est une guerre qui devient mondiale et qui se joue plus entre deux pays, mais entre plutôt, enfin, qui peut se jouer entre deux planètes, mais là c'est pas encore le cas, c'est vraiment un truc mondial qui va être appliqué. Et là, les combats se font surtout entre les humains, à coup d'idéologie ou même de combats où là c'est vraiment très terre à terre, on n'est plus sur des machines. Et j'ai beaucoup aimé justement ce dézoom de proposer deux visions de la guerre, mais aussi deux visions de ce que les personnages pensent être juste par rapport à leur situation. Et ça questionne beaucoup sur la légitimité des combats. Envahir un pays avec comment dire, avec ses conséquences meurtrières et surtout avoir l'indépendance, mais à quel prix et à quel sacrifice. Et là aussi, Yas est pas tendre avec ses personnages, et il se passe pas mal de choses dessus. Et chaque volume va terminer la phase qu'il a commencée. J'aurais presque aimé justement avoir un troisième volume qui, là, cette fois, aille plutôt du côté de la Terre et se dire est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un Vénus contre la Terre et voir qu'est-ce que ça aurait pu donner. Donc un combat vraiment spatial à ce niveau-là. Je pense qu'il devait sûrement l'imaginer, mais qu'il ne l'a jamais fait. En tout cas, Yas, il nous propose un récit qui se lit extrêmement bien, il reste dense, il est hyper limpide quand on le lit, c'est une de ses forces. Les personnages, ils sont bien identifiables, leur background est rapidement compris. Je trouve qu'il arrive à nous proposer une histoire qui est assez complexe, en nous donnant finalement que quelques éléments, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses. Et il arrive à nous proposer plusieurs lectures à l'échelle des personnages, du pays, des planètes, de plusieurs idéologies qui s'affrontent, tout en restant accessible, pas prise de tête, et en proposant une action qui est quand même efficace. On ne s'ennuie pas trop à la lecture, on a quand même tendance à enchaîner les tomes. Je crois que j'ai dû le lire en 4 fois, du coup, un truc comme ça, j'avais dû lire la moitié à chaque fois. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé la lecture, c'est-à-dire que comme Marion, j'ai aimé, j'ai même adoré, mais c'est pas un coup de cœur pour autant. Je trouve que dans les mangas de Yas, c'est-à-dire que il manque un petit truc
pour que ça devienne parfait, il manque un petit truc pour que, je sais pas comment le dire, mais pour qu'à la fin de la lecture, là quand je l'ai fait, j'ai ressorti, bah écoutez, c'est une bonne lecture, mais je suis pas ressorti en mode, waouh, c'était une claque, waouh, il y a un truc que j'avais pas vu venir. Et ça, c'est ce qui me manque un petit peu dans les mangas de Yas. Et je pense aussi, ça y joue beaucoup parce que il a quand même des personnages qui sont des fois, pardon, un petit peu trop archétypal. Par exemple, le jeune héros rebelle, le trio amoureux avec des filles fidèles et réservées contre la rebelle et cinglante, le méchant qui est toujours super beau gosse. Et effectivement, tu l'as mentionné tout à l'heure, Boris, rapidement, mais j'avais l'impression de retrouver les bases de Gundam. C'est-à-dire que j'avais l'impression que Venus War était une réponse à Gundam, auquel il a participé à l'animé, hein, je rappelle, et il avait envie de faire sa version, son interprétation. Alors certes, il n'y a pas de robot, c'est des motos à la place, mais le socle est très proche, parce qu'en fait, c'est qu'en 2002, donc 16 ans après ce titre-là, qui va adapter Gundam en manga, Gundam The Origin, qu'on a pu lire, enfin, qu'on peut commencer à lire aujourd'hui avec, à nouveau avec Vega. Euh, et aussi, je trouve qu'il y a une très forte influence on va éviter cette page, une très forte influence d'Akira, qui est sorti en 84, 2 ans plus tôt. Et il y a pas mal de similitudes, je trouve, au niveau un peu de l'ambiance, au niveau des jeunes, des motos, etc. Alors, on pourrait aussi, il ne faut pas oublier de mentionner, c'est tout ce qui est il aime bien changer d'ambiance, c'est-à-dire que, notamment dans la deuxième partie, au bout d'un moment, on va dire que les jeunes se retrouvent dans une usine de traitement des eaux, et d'un coup, l'humour prend le dessus. Et comme pour relâcher la pression de toute la guerre, alors moi j'ai bien aimé cette partie, mais je peux comprendre que ça peut surprendre parce que c'est un humour un peu à l'ancienne, un peu exagéré, et c'est un humour, pour moi c'est un peu un humour à la Tezuka, cet humour un peu cabotin là qui arrive au milieu, et j'ai pu voir plein d'hommages d'ailleurs dedans, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ressemblent à des têtes des personnages de Leiji Matsumoto, ou alors même il mentionne Mizuki à un moment. Donc on sent qu'il s'amuse à parsemer quelques références par-ci par-là, assez discrètes. Euh, et peut-être voilà tous ces éléments, je sais pas, notamment enfin, au niveau de trucs charismatiques, les personnages un peu archétypaux, peut-être que c'est ça qui fait que j'arrive pas à crier au chef-d'œuvre avec ce manga, mais ça reste un manga super cool à lire, et c'est déjà bien en fait. Rien que ça, c'est déjà cool quoi. Donc voilà, donc si vous êtes amateur de moto, amateur de tanks, de politique, de guerre et de jeunes qui veulent sauver la planète, Venus War reste une excellente lecture. Moi, je suis très content de l'avoir lu. C'est un bon entre le divertissement et le manga qui essaye d'aller un petit peu plus loin et d'apporter des réflexions, quoi. Donc voilà. Super Bess. Tu viens me troller, c'est ça? Ah. Oh, j'espère que tu vas bien. Bonne année, Super Bess. J'espère qu'en tout cas tout va bien de ton côté. Alors, j'ai pas trop vu vos commentaires. Euh, donc, donc j'ai peur que ce soit voilà, un sous Gundam Origin. C'est pas tout à fait ça, mais il y a les bases en tout cas. Je pense que si on a lu Gundam et qu'on lit Venus War après, je pense qu'on le trouve un petit peu décevant. Si on lit d'abord Venus War et qu'on lit après Gundam, je pense que là, ça passe beaucoup mieux. Et toi, Thomas, t'es pas rentré dedans, quoi. Euh, j'ai l'impression que les héros choisis sur un coup de tête. Oui, mais du coup, Thomas, maintenant, avec la chronique, tu sais que tu sais à quoi t'attendre dans le volume 2. Donc peut-être ça peut te donner une autre chance, mais après on aura le même côté dans la manière de raconter, on aura la même chose de manière de raconter l'histoire. C'est peut-être ça que tu n'as pas aimé. Après trop d'enjeux, peut-être qu'il était trop dense et que t'as pas réussi à rentrer dedans. C'est peut-être des fois des séries, il faut lire 2 fois. Donc voilà, ok. Pas de souci, Nina, bonne nuit à toi. Et toi, donc Aurélien, tu as préféré la partie 2 et la partie 1 était trop action. C'est là où je te rejoins, effectivement, c'est pour ça que j'insistais bien. Le premier est très action. Et donc le 2 est beaucoup plus politique, avec des enjeux beaucoup plus forts et surtout des dialogues et des échanges avec des tentatives pour renverser la politique en place. Et ça, c'est intéressant. Et effectivement, comme tu dis, l'humour a mal vieilli. C'est pour ça que je disais, c'est un peu vieillot et ça peut surprendre aujourd'hui, je pense, aux lecteurs de maintenant.
Même moi, l'humour, j'étais pas en mode, bon, ok, je passe parce que je connais les codes et tout, mais je pense que Hector Manin, il va pas comprendre. Donc ça reste, Venu Soir, il y a quand même un côté un peu nostalgique, je pense, du fait qu'il est le premier OAV qui avait été largement diffusé en France il y a longtemps. Allez, je propose qu'on fasse la suite. Allez, nouveau sondage. C'est dommage qu'on puisse pas garder lecture. Donc on a le Eros SF. Désolé, je suis obligé de combien mon micro devant le clavier. On a Picture Diaries et on a Chevalion. Allez, je balance. Votez, votez, votez. Il est où le... Voilà, sondage. Ouais, donc du coup, c'est pour ça, ça reste une bonne lecture. Je suis content de l'avoir lu et je le relirai avec plaisir. Mais si vraiment, vraiment, je vais faire un choix, ben, je pense que ça serait Gundam. Et si tu dois faire vraiment un tri dans ta mangatech, je pense pas que c'est un manga qu'il te faut absolument avoir, mais je trouve qu'il était très plaisant à lire et très intéressant. Notamment si on aime Mias et qu'on a envie d'aller plus loin. Je vois que ma picture du Harris vous intéresse énormément. Je vois que ça va être le prochain. Mais ça se bat entre Chevalion et le Ishinomori. Hop. Mais c'est bien, au moins on se retrouve. Parce que ce que je dis, c'est juste mon avis, hein, c'est pas la divine parole. Hein. Vous avez le droit d'aimer un truc que j'ai détesté et vice versa. Détester un truc que j'ai adoré, et c'est souvent le cas. Hein, dès que je commence à aller sur d'autres Discord ou quoi, je vois très bien que les goûts sont très 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 différents des miens. Et donc du coup, je cherche pas à dire ça, c'est moi j'ai raison. Non, t'as pas. Par exemple, je sais que dans la dernière vidéo d'un viewer, il a mis Shinkirari dans ses déceptions de l'année. Et pour moi, ça fait partie des chefs-d'œuvre de l'année. Donc on est vraiment deux trucs. Et dans les commentaires, bon, ben, certains c'était pareil. Mais il y a même qui m'a répondu, il y a des mangas qui font mieux que ça. J'ai dit, ok, très bien, cite-les déjà. Mais en tout cas, voilà, c'est normal. Mais d'un côté, c'est comme ça qu'on se forge les goûts. Et quand vous savez que j'aime un truc et que vous aimez pas ça, ben, ça veut dire que ben, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Et vice versa, c'est-à-dire que si j'aime, si les trucs que j'aime et qu'on est on est en phase, ben là, vous risquez d'avoir peu de déception. En tout cas, voilà, Venu Soir, je recommande, ça reste une recommandation malgré tout. Chevalion a gagné, donc on va commencer avec Chevalion. Enfin, on continue avec Chevalion. Donc, laissez-moi un instant. Voilà, je reprends mes notes. Vous doutez bien que je ne me rappelle pas tout par cœur. Alors, Chevalion, c'est une série qui est sortie il y a un petit moment déjà. Hein, c'est pas nouveau. J'en avais jamais parlé. Donc, c'est une série qui a été publiée par Akata. Hop là. Akata dans sa collection What the Fuck, qui reprend de manière parodique l'image du super-héros. Donc vous pouvez voir ses couvertures, j'aime beaucoup les couvertures. Et donc l'éditeur s'était fait remarquer à l'époque avec ses magnifiques couvertures Martine. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on retrouvait donc l'équivalent du volume 1 avec son petit vélo, avec marqué Chevalion aime faire du vélo, Chevalion ne sait pas nager, donc s'ennuie au parc et fait du step dance. Et rien que pour ça, ça valait le coup quand même d'essayer de tenter l'aventure avec ce manga. Et c'était très original. Par contre, ils ne l'ont donné uniquement à la Japan Expo. Hein. C'était un truc très particulier. Et puis, en plus, je crois que les ayants droit de Martine, ils sont ultra chiants. C'est comme Hergé avec Tintin. Là. Enfin, et dès que tu fais un truc, une parodie, ils te sautent dessus, ils t'agressent. Donc, laisse tomber, quoi. Et sachant qu'il y a des générateurs de couverture Martine, là, Superbest il est en train d'inventer des nouvelles, mais il y a des créateurs là-dessus et on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Je l'avais fait dans le passé, je m'étais bien amusé. Alors, je ne l'avais pas acheté à sa sortie parce que j'ai eu peur de pas spécialement aimer. Et c'est Max qui m'en avait reparlé, qui m'a dit non, franchement, c'est sympa à lire et tout. Donc, bon, allez, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc, au niveau de l'histoire, plus précisément, on va suivre. Attendez, hop là, je vais monter un tout petit peu plus. Voilà, bon, peut-être un peu moins.
on va suivre Chevalion, qui, donc le Chevalion Red, voilà, qui est ici. Donc on voit toute l'équipe là, puisque c'est les premiers. Qui, après avoir sauvé l'humanité, ça y est, l'humanité comment ça s'appelle, est en paix. Ils ont sauvé donc des grands méchants, les Death Universe, ils les ont tués et se retrouvent sans travail. Et quand tous ses compagnons, eux, ont repris une vie normale et se sont réintégrés dans la société, ben lui a beaucoup de mal. Et d'ailleurs, il a même toujours gardé son armure et n'a pas réussi à se retransformer comme il était sans son armure. Et on va le suivre dans son quotidien et ses tentatives de retrouver une vie normale. Alors, au début, je pensais que c'était plus un gag manga avec des petites scénettes indépendantes du quotidien, mais finalement non, c'est une histoire à la suite. L'autrice développe un vrai fil rouge sur ses personnages. Le ton reste léger, sans partir autant sur du gag manga. On n'est pas vraiment sur de l'humour, même s'il y a de l'humour en général. Alors il y a de tout comme histoire, ça m'a assez surpris, c'est-à-dire qu'il y a des tranches de vie, il y a du comique, il y a de la parodie, des fois il y a du combat, il y a des moments épiques aussi. L'autrice en fait elle essaye vraiment de varier toutes les approches, elle essaye de se renouveler tout en parodiant gentiment et reprenant les codes du Sentai. Et on voit qu'il y a vraiment un effort pour ne pas rester tout le temps dans le même schéma. Alors il y a d'autres personnages qui sont développés, notamment son équipe, mais aussi des personnages secondaires. Et donc même si certains sont sympathiques, en général ils restent quand même assez anecdotiques, voire un peu génériques. Ça va pas être très intéressant, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est voir comment eux ont évolué, parce qu'ils se sont tous reconvertis. Et c'est pas parce qu'ils sont reconvertis que tous sont hyper heureux dans leur nouveau métier. Il y en a certains qui ont un peu de mal à s'adapter. Et on découvre différents cas on va dire de reconversion, quoi. Et le manga, il essaye d'être un petit peu plus profond en expliquant pourquoi Red reste dans sa tenue. Et je trouvais ça assez cool que ça soit développé. Et tout comme le fait qu'une fois que la menace est exterminée, ils sont inutiles en fait. Et la société les oublie très rapidement et il les traite de ringards au lieu de les porter en héros alors que c'est eux qui ont causé la paix. Et ces sujets sont évoqués. Alors c'est pas le sujet, le cœur du manga, mais ils sont évoqués. Donc Chevalion, ça reste sympathique à lire, mais clairement ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Je suis resté vraiment sur ma faim, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais manga en soi, dans le sens où vraiment, je disais, ça essaie de se renouveler et ça connaît plutôt bien les codes du Sentai. Il y a même quelques passages assez cool, mais je l'ai lu sans réel intérêt en fait. J'avais un peu de mal à rentrer dans cet univers, dans l'humour, dans le côté décalé. Les maladresses de Red m'ont pas particulièrement touché et sa situation, enfin voilà, il fait plus passer pour un loser que pour quelqu'un qui essaye de changer en fait. Je trouve que ce traitement-là, elle n'a pas très bien fait. Et par le moment, voilà, il y a des trucs un peu cool, comme par exemple leur machine qui est parodiée, ça c'était assez sympa. Mais voilà, je me suis même des fois un peu ennuyé, c'était un peu long. Et comme tu dis, Wariba, je trouvais ça un peu long, c'est pareil. Et j'étais content d'arriver un peu à la fin de ma lecture. 4 volumes, il fallait pas que ça en fasse plus, quoi. Et surtout, je pense que je ne suis pas réellement sensible à l'humour que l'autrice propose. C'est bête, mais je préfère un humour des fois un peu moins subtil, un peu plus appuyé. Moi, je préfère clairement les situations ubuesques de The Fable ou les côtés ou Dr Slump ou le côté un peu malaisant de Makoto Chan. Ça me fait rire. Alors que là, ça me faisait des fois pas plus rire que ça, quoi. Donc, comme je disais, malgré la diversité des histoires et l'effort qui a été fait, clairement, c'est pas une série que je garderai ni que je relirai en fait. C'est un bon divertissement pour ceux qui ont envie de se taper le côté what the fuck. Mais ça, c'est un truc que je pourrais lire dans une formule d'abonnement, mais pas plus. Donc, c'est une série que je vais revendre. C'est même pas une série, j'ai envie de me dire, je laisserai une seconde chance plus tard. Ça me suffit, quoi. Pas de soucis, Yuno, merci d'être resté jusqu'à là. À plus. Je sais pas s'il y a un autre manga comme ça qui reprend ce concept, ça me parle pas. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve, donc c'est pas
une recommandation en soi, mais si vous aimez le délire et tout, que ça vous tente, faut pas hésiter. Comme je dis, moi, c'est pas mon humour, mais c'est pas pour autant que l'autrice, elle a pas essayé, en tout cas, elle a pas fait un truc plan-plan. C'est ça qui est positif dans la série. Allez, on continue. Nouveau sondage. Lecture. Alors, Eros. Alors, je sais déjà pour lequel vous allez voter, hein. Allez, on y va. Sondage. Sondage Twitch. Entre Eros XSF et My Picture Diaries. Lequel En attendant, je vais ouvrir. Ouais, donc j'étais un peu du coup déçu, hein, logique, hein, on peut pas tout aimer, comme on dit. Mais c'est vrai que je sais pas si je m'attendais vraiment à autre chose, mais ça n'a pas marché. Et puis c'est pas grave, hein, c'est qu'un titre parmi un autre, hein. Ah, ça se bat quand même. Je m'attendais pas. Je m'attendais à Vénus voir, c'est vraiment ce que vous vouliez lire au début, hein. Voilà, ça y est. Mais je m'attendais pas à ce que vous battiez avec le journal. Je pensais que le journal, la personne allait voter dessus. Je suis agréablement surpris. Vous me faites plaisir. Surtout qu'il est tout en anglais en plus. Alors, mais j'ai fait une critique assez courte, hein. Il y a des moments aussi, j'aime bien faire des trucs un peu plus courts. Et bien c'est le journal. Je m'y attendais pas. Je ne vais pas le cacher. Je m'attendais à... Eh bien écoute, reste, ferme un œil, Uno, et après, c'est exactement ça, c'est l'esprit de contradiction. Si je pense à un truc, automatiquement le public fait le contraire. Alors, il est où? J'arrive plus à retrouver mon... Ah, il est là. Non. Ah, sondage Twitch, je vais le mettre tout en haut. Hop là. Toc. Très bien. My Picture Diaries. Allez, ça sera assez rapide. Alors j'avais acheté ce livre hein, parce que un manga en anglais qui est sorti chez Drown et Quarterly, donc en hardcover, voilà, ils se sont fait plaisir. C'est comme d'habitude, c'est toujours Ryan Holmberg qui a fait donc une postface dans le livre, une postface assez longue, comme à son habitude. Voilà, vous pouvez voir ici. Et donc ça m'intéressait de le lire pour ça, et surtout, bon, mais comme ça reste une autrice qui est proche d'un auteur que j'aime beaucoup, ça m'intéressait de voir son journal de bord, puisque Fujiwara Maki donc, est la femme de Yoshihari Tsuge, donc même si on ne va pas la classifier uniquement par ce lien-là, c'est une autrice aussi indépendante, elle a une vie qui est assez intéressante, puisqu'elle va raconter via un journal de bord sa vie de femme japonaise ordinaire avec son fils et son mari. Et là, c'est très très lié à son mari. Donc la particularité, c'est que, comme je disais, c'est la femme de Tsuge. Alors c'est dans le sens français. C'est la femme de Tsuge. Alors vous allez être surpris, mais chaque fois, c'est une image, un texte, comme vous pouvez voir ici. Bien sûr, tout va ensemble. Et donc on va suivre via ces petites histoires du quotidien. On va entrer en fait dans le quotidien de la famille Tsuge et voir de l'intérieur ce qu'elle vit en fait. Donc il faut savoir, à la fin le dossier de Ryan Holmberg explique que Maki, avant de se mettre en ménage avant Tsuge, elle faisait partie d'une troupe de théâtre. Je crois qu'on voit une photo d'ailleurs. Elle faisait partie d'une troupe de théâtre. Hop. On va pas le voir. Voilà, elle est là. Et donc, elle avait envie, en tout cas, elle avait déjà un pied dans le côté artistique, hein, c'est grâce à ça qu'ils se sont connus. Et elle commençait une vie artistique, mais quand elle a rencontré Tsuge, ben, malheureusement, comme beaucoup de japonaises, ben, elle s'est pliée à la vie morose d'être gardienne de maison. Et donc, on va suivre en fait ces histoires. Et si en soi, ce qu'elle raconte n'a rien d'extraordinaire, elle raconte son quotidien, mais tout le texte qu'on peut en tirer est très intéressant. Parce qu'en fait, à travers ces situations, on peut comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà, ils vivent difficilement, ils ont du mal à joindre les deux bouts, ils sont pauvres. C'est une situation assez difficile, assez instable. Ils ont beaucoup d'envie, parfois ils se font plaisir et parfois ben, ils se serrent la ceinture malgré tout. C'est beaucoup de systèmes débrouille. Et on va découvrir donc une femme ben, qui doit tenir le foyer
éduquer son fils en bas âge, euh, et aussi supporter son mari. Et je reviendrai un petit peu plus en détail dessus. Pourquoi? Donc dans sa vie quotidienne, elle va raconter ses petits tracas, ses inquiétudes, ses moments de joie, de doute, ses questions sur l'avenir. Et sur son mari, elle ne montre pas un regard très positif. Il arrive plutôt en deuxième partie de récit. Elle ne montre pas un regard très positif. Elle va beaucoup parler de son humeur très changeante, de sa dépression, montrer qu'il est très peu présent dans la famille, dans la vie familiale ou éducative. Il est souvent dans son monde avec ses appareils photo. Et il est même assez agressif verbalement avec sa femme. Il y a souvent des disputes. Et c'est en gros, c'est un gros japonais de base, Tsuge. C'est le gros japonais qui laisse tout faire à sa femme et qui ne participe pas, quoi. Donc il a un gros problème d'anxiété, de dépression, et tout le temps il est amorphe, il est allongé, il fait rien. Et c'est un visage de Tsuge qu'on n'a pas l'habitude de voir. Certes, c'est mentionné dans ses biographies, mais de le voir comme ça fait pas le même effet. Et tout ça, ça a un énorme impact sur sa famille. Et elle, elle supporte la situation et elle essaye de trouver un peu de paix, de bonheur là-dedans, tout en étant le pilier de la famille. Et derrière ce récit, c'est le quotidien d'une femme qui, dépendant d'un mari qui finalement n'assure pas ses devoirs, on va dire. Et avec le recul, toutes ces histoires banales deviennent extrêmement touchantes. Et quand on connaît justement le contexte de l'écriture, puisqu'en parallèle, elle a justement dessiné ça, et en fait, elle aurait pu faire une carrière, mais la société l'a bridée. Elle aurait pu être heureuse, mais elle s'est dégoûter un mari avec des problèmes de dépression. Elle aurait pu profiter de la vie, mais malheureusement, ils étaient très pauvres et c'était le système débrouille. Et ici, voilà, on a la vraie vie en fait. Il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de fiction. C'est ce qui donne en fait encore plus de poids, je trouve, à ses propos. Et tout en nous montrant une facette qui est très peu glorieuse de Tsuge et qui donne encore plus de corps à justement l'homme sans talent. Donc ça raccroche en fait les wagons et ça donne encore plus de crédibilité, on va dire, à l'homme sans talent qu'il a pu faire. Donc voilà, donc si vous aimez ce genre de récit très autobiographique, mais allez-y. Alors comme je dis, c'est tout en anglais, c'est comme ça. Et le dossier de fin est vraiment super. Il faut vraiment le lire. Il est assez long à lire, mais il faut le lire. Donc avis aux amateurs. Voilà pour My Picture Series. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai vraiment su apprécier après. Hein, ça, c'est important de le mentionner. J'ai vraiment su l'apprécier après parce que pendant que je lisais, il n'y avait rien de transcendant. Lire la vie quotidienne d'une femme japonaise des années 80, bon, sans plus. Murasaki avec Talk to My Back, enfin Shin Kirari, il a fait très très bien. Là, c'était déjà un petit peu plus enfantin dans la manière de faire, dans le sens, ça fait une image, un texte, beaucoup plus scolaire, pardon, plutôt. Avec un dessin peut-être un peu plus aussi, un peu plus simple, entre guillemets. Et c'est vrai que finalement, avec le recul, je dis, ouais, c'est quand même une bonne lecture, il y a beaucoup de choses qui se dégagent à analyser et à sortir de tout ça. Voilà, je sais pas s'il y a des amateurs, je sais que ce genre de là, en anglais déjà, ça limite énormément, et puis c'est une biographie de ce type encore plus. Mais si des fois il y a des amateurs, dites-moi si un jour vous l'avez acheté ou vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je propose qu'on passe à la dernière lecture. Eros XSF. Alors, je vais faire attention, il se peut qu'il y ait quelques pages un peu coquines, mais on va faire attention. Donc, il y a peut-être je mettrai pas mon livre tout le temps, ok? Alors Ishinomori, donc pour rappel, on avait fait une émission complète avec Bunko sur comment découvrir Ishinomori, et dedans on avait déjà parlé notamment de ce titre, si ma mémoire est bonne, mais j'avais envie de vous en reparler à ma manière, tout seul, une petite critique que j'avais écrite à l'époque où j'avais pas pu dire tout ce que je voulais, et puis bon, c'est un échange à 3 personnes, etc. Donc l'idée c'est pas de rester 3 heures sur un titre. Donc avec là Ishinomori qui revient ce mois-ci avec sa biographie, j'avais lu donc Eros XSF il y a quelques temps, et chez nous c'était sorti il y a quelques années dans l'indifférence totale, et perso j'avais beaucoup apprécié ce recueil.
mais j'avais pas beaucoup de souvenirs, donc il fallait que je le relise. C'est pour ça que quand j'avais parlé dans le dans la médiathèque, la mangathèque, pardon, j'avais pas grand-chose à dire dessus. Donc ici, on va avoir 15 histoires courtes. Voilà, on va avoir 15 histoires courtes. On connaît parfaitement le style d'Ishinomori, qui ont été publiées entre 68 et 76 pour divers magazines adultes. Et comme son nom l'indique, en fait, on va avoir et des histoires érotiques et de science-fiction. Mais pas que, parce qu'il y aura aussi des compilations d'histoires qui se veulent grotesques, farfelues ou absurdes. Voilà, on va la jouer plus safe. Ou absurdes. Voilà, ça c'est bien. Et donc ce qui est intéressant, c'est de découvrir cette facette de l'auteur. Oui, c'est un recueil d'histoires, tout à fait. Cette facette de l'auteur chez nous, parce qu'on la connaît beaucoup sur ses mangas d'action, ses mangas d'époque, sa SF, mais on la connaît peu pour ses histoires adultes, et notamment érotiques, et il en a fait pas mal. Donc toutefois, comme je disais, même si on parle d'érotisme, car il y a des scènes qui sont assez explicites, hein, tout l'acte est toujours imagé, on est très très loin de hentai qu'on pourrait s'imaginer. Hein. Donc la première moitié de cet ouvrage, qui fait à peu près 400 pages, va se concentrer justement sur des histoires érotiques. Donc vous voyez, hein, c'est à peu près ça que vous avez, il n'y a pas plus. Hein. Va se concentrer sur les histoires érotiques et SF en même temps, et c'est clairement ma partie préférée. On ressent que l'auteur, il s'amuse, il s'éclate à faire ça, il prend vraiment du plaisir, c'est un champ d'exploration pour lui, et il mélange la réalité, les rêves, les manipulations mentales, les souvenirs, les mondes parallèles, pour mieux nous perdre en permanence en fait. Et, justement, et à la fin, pour mieux nous surprendre, oui, c'est voilà, ce genre de truc où il se transforme, ça me fait trop rire celui-ci. Et du coup, voilà, pour mieux nous surprendre et nous proposer des fins assez surprenantes, et ça m'a beaucoup plu. Alors, je vais pas vous dire plus parce que là, il faut quand même découvrir les chutes pour apprécier le récit. Mais pour vous donner quelques exemples, alors c'est vraiment le pitch de base, hein, c'est pas la fin. C'est genre un homme qui trouve une bunny girl avec une vraie queue de lapin et se demande ses origines. On va voir une femme qui est sans vie, mais son corps est encore vivant, donc, et qui est retrouvé dans un placard d'une maison, et on va se poser la question pourquoi. Un homme qui utilise un coquillage en tant que cendrier, il va y arriver plein de trucs, et à ce moment-là, une jeune femme mystérieuse vient toquer à sa porte, et ça va déclencher pas mal de choses. C'est toujours des concepts un peu farfelus. Et certaines histoires, aujourd'hui, ont été déjà vues, hein, bien sûr, quand ça fait 50 ans que ça a été publié, mais finalement, il y en a certaines qui m'ont bien amusé, qui sont toujours originales, et ils s'amusent vraiment à nous tromper plusieurs fois, à partir partir dans des fois des androïdes, des aliens, des robots, et même il y a même des références à Kamen Rider, tu vois la référence aux Dents de la Mer par exemple ici. Et c'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi, et notamment il y a une histoire qui s'appelle Moshi machin n'importe quoi, qui est un enchaînement de personnages stupides et absurdes. Hop là, attends, je fais attention, voilà. Stupides et absurdes. Et du coup, celle-ci, ouais, elle porte très très bien son nom, quoi. Alors, la deuxième partie du récit, il n'y a plus que de l'ASF, donc je vais passer là. Voilà. Il n'y a plus que de l'ASF uniquement. Pardon, il n'y a plus de SF, excusez-moi. Ça va être des histoires qui vont surtout montrer des histoires d'amour sous différentes formes. Et ça peut se passer à toutes les époques. Et il va même un peu explorer l'ESM à un moment. Pour questionner justement aussi les gens qui à la fois critiquent ceux qui font cette pratique, mais aussi ceux qui critiquent cette pratique, mais qui finalement prennent du plaisir à le faire. Il y a des couples qui se trompent, ou des histoires qui questionnent l'amour, mais aussi l'acte sexuel. Enfin, il essaye quand même à chaque fois d'apporter un propos. C'est ça qui est très intéressant avec Ishinomori. Il n'essaye pas de dessiner des fois des scènes érotiques pour des scènes érotiques, ou gratuitement. Il essaie à chaque fois d'apporter quelque chose. Ce qu'on peut dire en fait sur l'ensemble du recueil, c'est que Ishinomori, il essaie justement d'intellectualiser cette thématique, et pas seulement nous offrir des scènes de cul un peu gratuites.
Et surtout, on a une vision qui est très masculine, puisque bon, Ishinomori nous offre toujours des superbes filles très bien gaulées, des scènes érotiques très stylisées, mais en étant un petit peu aguicheur quand même et explicite, mais qui montre une fascination aussi pour le corps féminin, énormément. Hop là, on va rester sur des pages plus soft. Et d'un autre, il va montrer aussi des hommes totalement obsédés justement par le corps féminin, guidés par leurs pulsions sexuelles, qui commettent des actes vraiment pas cool et qui ont aussi, mais aussi la faiblesse de l'homme face à la femme en fait et ses charmes et qui peut en fait aucunement se retenir et qui pense qu'à ça. Donc des passages sur le questionnement de la sexualité et le passage à l'acte. Donc voilà, donc on a un côté très vision masculine avec une représentation archétypale des nanas, et de l'autre, on a aussi une vision qui va contre-courant de ça. Donc, en fin de compte, je trouve que c'est un excellent recueil, surtout la première moitié, c'est celle que je préfère. Et j'ai adoré vraiment les histoires SF et j'en demande plus. Et c'est une occasion de découvrir un Ishinomori totalement différent qui s'éloigne largement du Tezuka et qui montre la diversité des thématiques qu'il a pu explorer, son imagination et même quand il fait de l'érotisme, il essaye de faire passer un message. Donc c'est vraiment, je trouve, un super livre qui a été malheureusement injustement boudé parce que bon, c'est des livres qui coûtent je crois 25 euros à sa sortie, donc c'est pas donné, mais c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une super série. Donc je sais que c'est introuvable, ça je peux rien faire pour ça, mais il faut pas hésiter à regarder. Des fois il peut y avoir des exemplaires défraîchis, ça peut arriver encore, et des fois des fois, il faut juste guetter la bonne occasion et y aller. Alors, c'est toujours pareil, le livre était déjà à 25 euros, je crois, ou 30 euros de base. Je ne me rappelle plus le prix, je sais pas si 25 euros. C'est marqué dessus. Il est à 25 euros de base. C'est pareil. À aucun moment, je vais vous dire dépenser 80 ou 200 euros pour acheter ça. Je vous dirais non, il n'y a aucun livre qui ne vaut ce prix-là. C'est uniquement le prix que vous vouliez mettre. Pour le voyage de Ryu, j'en parlerai sûrement le mois prochain, c'est disponible en numérique, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas le lire. Voilà, même si je sais que beaucoup préfèrent la version papier, je peux vous assurer que la version vintage Glénat, la version papier, elle n'est pas terrible. Ah, j'ai oublié pour les mangas de vous montrer... Ah ben je suis passé un peu vite sur les mangas, j'ai oublié un truc. Écoutez, on va le faire maintenant, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. J'ai oublié ça. Ouais, mais je n'avais pas noté, j'ai oublié de vous montrer. J'avais lu, écoutez, on va passer là-dessus. Hop, j'avais lu celui-ci là, le dernier. Alors ça va aller vite parce que j'ai pas grand-chose à dire dessus. Intrigue du matin calme, vous savez, cette autrice où j'avais acheté l'intégrale, c'est le dernier volume, je suis arrivé à la fin. Et là, en fait, on va avoir 4 petites histoires encore, à nouveau. C'est-à-dire qu'on va avoir, hop là, je vais remettre mon micro comme il faut, un chargé du roi anonyme qui cherche un peu les abus du gouvernement. On a un barbare là qui vient récupérer sa femme, qui considère comme sienne. Et puis on a une autre histoire qui rappelle en fait le passé du chargé du roi. Et la dernière, j'ai un peu oublié, mais c'est pas grave. En fait, ça, c'est dans la lignée des autres. J'ai pas plus à dire dessus, c'est vraiment dans la lignée des autres. Maintenant j'ai tout lu. J'ai bien aimé ces récits, mais j'ai pas eu de coup de cœur incroyable. Je trouvais que le fait que ce soit énormément de récits courts, ça limitait un petit peu le fait de rentrer dedans. Et puis je suis pas fan de cette période de la Chine, ni du Japon. J'aime bien, mais c'est pas non plus ma période préférée. Et c'est vrai que c'est sûrement pas une autrice que je vais garder dans ma collection. En tout cas, je suis content de les avoir lus. Ça fait partie des autrices comme ça qu'on découvre. Mais maintenant que j'ai tout lu, c'est pas un truc que j'ai envie de retourner spontanément dessus. Donc, vous avez pu voir tous les titres, le dessin et tout ça. C'est pas quelque chose que je dis au contraire, j'ai tout lu. C'est pas mauvais.
mais j'aurais aimé avoir des histoires un peu plus longues que uniquement des recueils. Que des histoires courtes finalement, ça arrive aussi à une certaine limite. Donc ça c'est ça. J'ai acheté le manga Heure, j'ai pas lu, donc j'avais envie de soutenir un peu la politique de Naban. Donc j'ai acheté ce manga, j'espère qu'il sera bien. Ça va, j'espère ne pas être déçu, puisque moi, My All Darling, je sais plus comment il s'appelle, j'avais pas trouvé ça incroyable. Il y en a beaucoup qui en disent que du bien. Moi, je l'avais déjà lu, et j'ai lu 2 fois même, et j'avais trouvé avec quelques défauts. Mais j'en ai parlé, j'avais fait une chronique, je crois, sur Instagram. Sinon, bon, mais j'ai acheté la suite de Gundam, qui est donc le volume 2. Franchement, très bien ce volume 2. Bon, je connais par rapport à l'animé toujours, mais c'est vraiment les parties où il y a moins de combats et on est plus dans les questionnements d'Amuro, s'il doit piloter, pas piloter, qui retrouve sa mère, qui doit faire un choix au niveau de s'engager réellement ou pas. Et je le trouvais beaucoup plus intéressant avec les conflits politiques qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et mon dernier achat, c'est celui-ci, le Phoenix numéro 6. Ça y est, il est enfin sorti. Et ce Phoenix numéro 6, j'ai pas encore lu, mais alors, c'est masterclass ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que vous avez bien sûr la fin de Phoenix, du moins la dernière histoire que l'auteur a dessinée. Mais ils ont surtout mis ceci, l'Aube version manga shonen. Ça, cette version, je ne l'ai jamais lu, jamais vue. Et ils l'ont mis en entier. Et ça, c'est incroyable. Et je ne savais pas qu'elle était aussi longue. En fait, là, c'est toujours pas fini. Voilà, là, c'est fini, là, je crois. L'Égypte, on revient un peu en arrière. Voilà, là, l'Égypte. Et ça, cette version-là qui fait quasiment 80 pages, c'est vraiment 100% inédit. Même moi, je ne l'ai pas lu. Ce n'est pas dans la version anglaise. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Pas pour le chef-d'œuvre que ça va être, mais juste pour voir déjà comment c'était. Et là, il y a après, bien sûr, toutes les histoires. Donc l'Égypte, il y a la Grèce. Après, hop là, en plus avec toutes les pages couleurs et tout. Franchement, ils se sont régalés là. Donc voilà, la Grèce. Et le dernier, il y en a un qui est beaucoup plus court. Je ne sais plus comment il s'appelle. Attends, est-ce qu'on va tomber sur une page? Voilà, Rome, le dernier. Donc ça m'avait pas marqué les histoires à l'époque, mais il y a tout, et ça c'est l'édition ultime, un excellent travail, tout en proposant les planches, l'analyse, les frontispices, vraiment incroyable. Là dès le cours, on peut dire ce qu'on veut pour cette édition là de Phoenix. Ils ont fait un travail qui est irréprochable. Donc bravo à Phoenix, ça valait le coup d'attendre, c'était long, mais on a enfin l'intégrale, et j'ai toujours pas lu, mais j'ai hâte de lire ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté plus parce que j'ai acheté le Gundam, le Heure et le Phoenix, et j'ai pas acheté plus parce que après en ce moment il y avait pas, c'était décembre, il n'y avait pas un million de sorties qui m'intéressaient. Tout le reste arrivera au cours de l'année, et dans tous les cas je vais commencer aussi à moins acheter de manga parce que j'ai envie de lire plus autre chose, et je trouve qu'il y a moins de titres qui méritent absolument qu'on l'achète, et je dois le lire, donc s'il y en a j'achèterai. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ou si ça revient, si je vois des retours ultra positifs sur une série, je pourrais toujours me le procurer après. Donc je vous ferai découvrir des séries toujours. Mais il y aura aussi pas mal de séries dans le backlog. Comme aujourd'hui, quand je parlais de Heroes SF ou Full Metal, quoique Full Metal, je n'en avais pas parlé, mais ça c'est une série, j'avais déjà lu il y a longtemps, Heroes SF, et c'est cool d'en reparler, et ça donne envie, quoi. Je pense avec Angoulême ça va être autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire sur entre Phoenix et Angoulême? J'ai pas fait le lien. Voilà, donc écoutez, je vous propose de faire une mini pause, enfin un dernier truc où j'ai acheté 3 livres. Ouais, niveau achat, quoi que oui, non, ça dépend. Je vais pas courir sur les achats niveau Angoulême parce que je peux tout acheter à Montpellier, donc je vais acheter ce qui est nécessaire, ou alors
ou alors je vais bien calculer pour avoir un certain nombre de livres maximum et pas ramener 3 millions de trucs. Et puis j'ai des bons cadeaux de Noël, il faut que je les use aussi. Donc, bon, vous direz, j'ai la quatrième intégrale d'Alien à acheter, ça fera déjà bien mal. Alors,